Il y a des rencontres qui font tout basculer. Bienvenue sur Tipping Point. Nous sommes Lucie et Romain, entrepreneurs convaincus que les entreprises et ses leaders jouent un rôle déterminant dans la construction du monde de demain. Un monde que nous rêvons plus juste, plus inclusif et plus respectueux. Nous dénichons pour vous des leaders inspirants et engagés. Ils ont à cœur de vous parler de leur tipping point, ces moments où tout a basculé pour eux. Peut-être deviendront-ils l'un de vos tipping points ? Bonne écoute. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes avec Olivier Frérot. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Romain, bonjour Lucie. Alors c'est Christophe Fargier qu'on a reçu dans ce podcast qui nous a offert ton livre « Vers une civilisation de la vie, entreprendre et coopérer » que nous avons beaucoup apprécié et qu'on a offert à bon nombre de reprises, tellement on a apprécié et aimé cet ouvrage. C'est un ouvrage dans lequel tu partages notamment ta conviction sur le fait que nous sommes en train de vivre une métamorphose de notre civilisation et que l'on se dirige lentement ou rapidement, tu nous en parleras peut-être, mais pas sans fracas vers une civilisation de la vie. Olivier, tu es à la fois scientifique et philosophe, tu es diplômé de l'école polytechnique, tu as fait l'école nationale des ponts et chaussées en école d'implication, tu as commencé ta carrière dans l'administration française, tu as vécu le système de l'intérieur, puis tu en es ressorti pour réfléchir à la complexité de notre société, et notamment cette bascule que nous vivons, ce fameux tipping point, d'une civilisation basée sur la maîtrise, la science, la rationalité, vers une civilisation peut-être plus portée vers une croissance au service de la vie, mais tu vas nous en dire un peu plus. Avant d'explorer tout ça, Olivier, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Merci Romain et merci pour votre invitation. Aujourd'hui j'ai 62 ans, depuis peu de temps, donc toujours en activité bien sûr et je pense que ça le restera d'ailleurs. Depuis 5 ans je suis dans une coopérative d'entrepreneurs. J'avais jamais fait ça de ma vie. Entrepreneur, j'ai toujours été salarié de différentes organisations qui s'appelle Oxalis. C'était une nouvelle structure assez récente, donc de coopérative d'activité et d'emploi, où j'ai démarré cette activité à partir de rien, donc il y a à peu près 5 ans. Donc aujourd'hui, je fais des conférences, je co-anime des séminaires, des formations autour de cette pensée. Effectivement, la métamorphose de notre société, que j'ai élaboré sur ces 15 dernières années pour essayer de retomber sur mes pattes, si je puis dire, pour essayer de comprendre effectivement la complexité de notre monde, car ce que j'avais enregistré, dans lequel j'étais formé, notamment avec mes études scientifiques et mes responsabilités managériales dans des institutions publiques d'État, au tournant des années 2000, ça s'est mis à vriller, je vais dire ça comme ça. Et je me suis interrogé, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans le tréfonds de notre société ? D'où une réflexion un peu plus intellectuelle. Donc j'ai fait un peu feu de tout bois de toutes mes connaissances pour penser le monde, en fait. Et ce que je continue de faire. Sinon, donc, je viens de cette fonction publique d'État pour une part, parce que j'ai une casquette d'ingénieur des ponts et chaussées. J'ai dirigé comme dernier directeur départemental la DDE de la Loire, à Saint-Étienne. C'était mon deuxième poste de directeur départemental avant que j'avais été à Belfort. Donc au sein du ministère de l'équipement qui a disparu depuis, on pourrait revenir sur interpréter cette disparition, cet englobement dans le ministère de l'écologie. Et puis plus récemment, là, entre mon travail d'entrepreneur et puis donc DDE, j'ai dirigé l'agence d'urbanisme de Lyon, donc côté collectivité locale, donc côté grande collectivité, puisque l'agence d'urbanisme est au service d'un ensemble de collectivités, mais majoritairement le Grand Lyon. Et puis plus récemment, j'ai été vice-recteur à l'Université catholique de Lyon, donc une autre aventure, auprès des étudiants, auprès, je dirais, d'universitaires, pendant 4 ans, chargé du développement pour développer les projets de l'université quand elle basculait son siège de la place Bellecour vers le campus Saint-Paul de l'autre côté de Perrache. Bon, voilà, trop rapidement dit quelques éléments de mon parcours. Et tu viens d'où ? Alors, moi, je suis originaire du Loiret. Mon père était médecin de campagne dans une petite commune qui s'appelle Puiseaux. Dans le nord du Loiret, j'ai fait une partie de mes études secondaires à Fontainebleau, puis à Paris. Voilà. Et puis après, avec cette casquette d'ingénieur des ponts et chaussées, avec ma petite famille, on était dans pas mal d'endroits en France. Bon,
Alors, on va peut-être rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Mais quand tu nous dis ça a vrillé dans les années 2000, qu'est-ce que toi, tu as observé, toi qui étais à l'intérieur de la fonction publique, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu vis qui fait que à un moment, tu vas peut-être passer de l'autre côté et tu vas nous expliquer aussi ce que c'est que cet autre côté. Donc, j'ai commencé ma jeune vie professionnelle dans fin des années 80. J'ai toujours été en province. Donc à l'époque, c'était à Boulogne-sur-Mer. Au moment de la construction du tunnel, j'ai adoré ces boulots que j'ai fait au ministère de l'Équipement. On était bien formés. Il y avait une belle équipe au niveau. Enfin, on se retrouvait au niveau national. Et puis, dans la fin des années 90, j'ai toujours beaucoup aimé ce job, mais au niveau central, je sentais qu'il y avait moins d'accueil pour de la créativité, pour essayer des nouvelles façons, de nouvelles méthodes. Parce qu'au ministère de l'Équipement, on s'occupait d'énormément de choses. Pas seulement des routes, mais aussi de l'environnement, du logement, des fleuves. Bon. Donc c'était large. Et moi, j'ai adoré expérimenter des choses, d'autant plus qu'on avait des moyens notamment pour construire ou pour réparer les infrastructures. Donc on pouvait les utiliser aussi pour inventer des choses avec des artistes, avec des côtés plus écologiques. Et j'ai fait ça. Et j'ai pu le faire. Et puis au tournant des années 2000, ça commençait à être plus dur. Plus exactement, ça n'intéressait plus vraiment les collègues de Paris. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qu'on fait, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe? Comme il y a un durcissement procédural, je vais l'appeler comme ça, on pourrait y revenir bien sûr, et que c'était plus tant le projet territorial, c'était plus tant les personnes sur un territoire, collectivités, entreprises, associations qui étaient, on était plus tellement à leur service, enfin vu de ces gens-là en tous les cas, mais plutôt au service des procédures, quoi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors que sur la surface de la société, les choses ne changent pas? Dans le fond, il y a quelque chose qui vrille, voilà. Et il y a une intelligence qui s'affadit. Au sens de, on a des problèmes difficiles, on cherche des chemins. Non, là, d'un coup, je me suis retrouvé un peu seul par rapport aux années précédentes. Je me dis, bon, d'où j'ai commencé à essayer de penser ça. Qu'est-ce que ça peut signifier d'un changement profond, apparemment pas très apparent, mais quand on connaît l'intérieur de comment ça fonctionnait et ça fonctionne, on dit mais voilà, il y a une énergie, il y a une vitalité, il y a une créativité qui est partie ailleurs, qui part ailleurs. Donc quel est cet ailleurs? Et c'est là où on pourrait revenir bien sûr. Cet ailleurs, c'est que je me suis aperçu que ce goût du bien commun, du sens public, que moi j'avais enraciné en moi et que je voyais beaucoup aussi dans les fonctionnaires de l'époque, eh bien tout d'un coup il y en avait un peu moins justement puisque c'est la procédure qui gagne et pas tant le bien commun à qui le travail est destiné, mais apparaissait dans des entreprises au sens très large du mot, dont certaines entreprises dites privées qui avaient un souci, pas toutes, loin de là, et c'est toujours le cas, bien sûr elles sont pas très nombreuses, mais qui avaient ce souci du collectif, du commun, de la société. Et je me dis, mais bon, en fait, c'est ça qu'il faut que j'aille voir. C'est quoi ce bien commun? C'est quoi ce commun qui fait qu'une société fait des belles choses ensemble, quoi. Et que c'était de moins en moins la fonction publique, d'État, puis des collectivités. Quand je suis arrivé à Lyon, j'ai ressenti la même chose. Mais ça se baladait ailleurs, quoi. Et je me dis, tiens, voilà, ça m'a beaucoup intéressé parce que ça m'a déstabilisé d'un certain point de vue. Voilà un peu la façon dont j'ai commencé à essayer de réfléchir sur ce que j'appellerais plus tard un changement philosophique, anthropologique, spirituel, et que donc j'interprète comme un changement de civilisation. Et alors comment ça se fait que la procédure a pris le pas, ou que tu as eu ce sentiment que la procédure prenne le pas justement sur la créativité, l'intelligence collective? Alors ça, c'est tout ce que je raconte dans mes conférences et ça dure un certain temps. C'est comme ça que je vais être un peu trop rapide là, mais c'est ce que j'appelle l'effondrement d'une civilisation qui se durcit. Et donc c'est quoi une civilisation? Donc ça dure plusieurs siècles. C'est un peu dans ma réflexion. Donc quelle est celle qui est en train de s'effondrer? Donc je l'ai appelé avec d'autres la civilisation technoscientifique, occidentale technoscientifique, fondée sur la puissance technique, qui a été géniale, mais qui fut au service, je dirais, des humains comme libération, pour mieux vivre, et qui, à partir au début du XXe siècle, commence, on pourrait revenir aussi sur la Première Guerre mondiale, pour moi est un point de bascule, un tipping point justement sociétal, comment la technoscience qui était pensée notamment au XVIIIe, XIXe comme améliorant la vie des gens,
dans la guerre totale de la Première Guerre mondiale, étaient mises au service justement de la mort industrielle. Voilà, ça c'est un point de vrillement. Et comme le dit Paul Valéry en 19, l'Europe s'est suicidée. Je pense que c'est vraiment vrai au niveau de ces idéaux-là de libération de la technique. Et la technique, eh bien, elle devient de plus en plus oppressive, aliénante, on peut dire. Et tout ce qui se passe autour du numérique et de l'intelligence artificielle, à mon avis, confirme ce point. Et donc, il y a une méfiance qui se développe dans le peuple, que la technique n'est pas toujours libératoire. Et les institutions, oui, je fais ce détour, mais il est nécessaire pour essayer de... Enfin, je l'ai fait petit à petit dans ma réflexion. Et les institutions publiques d'une société, qui sont absolument nécessaires pour que la société tienne debout et parte pas en guerre civile, elles sont là pour protéger les valeurs profondes d'une société. Et les institutions publiques qui sont aujourd'hui les nôtres, elles sont issues donc de cette société technoscientifique et elles sont faites pour protéger les valeurs de la rationalité, d'une vision rationnelle du monde. Donc ça vient de la science qui se développe fortement à partir du XVIIe, XVIIIe. Puis la technique qui prend le relais. Mais c'est l'excès de rationalité qui aujourd'hui pose problème. Et l'excès de rationalité fait que tout est cadré dans des procédures justement qui sont pensées avant, qui sont modélisées. Après, on a tous les mots qui sont utilisés. Modélisation, rationalisation, objectivation, optimisation, financiarisation, numérisation, tout ça, informatisation, tout ça, c'est les mêmes mots pour dire cette rationalisation du monde qui, à outrance, eh bien, devient oppressive, parce que peut-être que le monde, il n'était pas écrit que en langage mathématique, comme l'a dit Galilée au début du XVIIe. Il y a peut-être des choses qui échappent au rationnel, qui échappent au modèle, qui échappent aux statistiques, et que c'est là que se glisse peut-être la vraie vie. Et que si ça, c'est pas aperçu, effectivement, les ministères, les institutions publiques, elles produisent de la catégorisation, de la loi, des normes, des contrôles pour rentrer dans ce cadre-là. Et que c'est ça qui devient la vocation. C'est plus de se servir de la technique pour améliorer nos vies. C'est la technique ou la technoscience, ou la technologie, qui s'est autonomisée, et c'est elle qui a pris le pouvoir, et nous les humains, on devient au service de la puissance technique, et c'est plus l'inverse. Et voilà. Et c'est cette inversion-là qui devient, à mon avis, assez tragique, et qui fait que c'est donc les procédures techniques, elles peuvent aussi être administratives, juridique, ça c'est la procédure au sens technique, au sens large, qui a pris le pas et qui est au service d'elle-même. Ce qui est autonomisé, c'est un concept parfois peut-être un peu audacieux de dire la technique, c'est autonomiser de nos communautés humaines, de pouvoir délibérer en disant non, ça je le fais pas. Non, tout ce qui est faisable pour la technique sera fait. Ce fut pour le meilleur, ça va peut-être devenir pour le pire. Et on n'a plus le contrôle, quoi. En tout cas, moi, je l'ai vécu de l'intérieur. Je dis, mais attends, c'est la procédure, justement, il faut qu'on la torde. C'était vraiment génial dans le boulot que j'ai pu faire. Notre boulot, c'était de tordre les procédures, parce que la vie d'une société, la vie d'un territoire, ça rentre pas dedans. Mais si on est d'accord que c'est la vie du territoire, ce projet, des élus, des entreprises, des assos, qui vaut le coup, nous, les administrations, dans un département, et si on partage ce projet, bien évidemment, il faut qu'on en discute, bien évidemment. Mais si on dit, mais oui, c'est un bon projet, ça, pour les gens, pour le territoire, eh bien, dans ce cas-là, on va faire que nos procédures, nos financements, ils soient au service. Et donc, en général, ça rentre pas dans le cadre. T'as un exemple concret quand tu dis un bon projet? De quel type de projet tu parles, par exemple? Par exemple, faire une autoroute écolo. Ouais. C'est quoi une autoroute écolo? C'est trouver un compromis entre que quand tu fais un bout d'autoroute, parce que donc la direction d'équipement, c'est ce qu'on faisait aussi. Eh bien, on fait en sorte que ça soit le moins destructeur possible pour le milieu, que même peut-être, dans certains points de vue, ça peut même augmenter à certains endroits la biodiversité. Donc, si on dit, mais c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'on fasse effectivement la chaussée pour que les voitures passent, si je puis dire, mais en même temps, faire attention pour que les animaux puissent passer aussi, pour que l'eau, les rivières, les ruisseaux, ils soient pas trop abîmés, que les paysans qui sont autour ou les prés, ils s'y retrouvent aussi. Et donc, ça demande un collectif, un travail beaucoup plus intéressant, mais plus délicat, éventuellement plus long de travail. Et puis qu'il y a une communauté humaine qui arrive, qui accepte grosso modo un projet global. Mais les procédures, elles sont verticales. Elles sont pour faire la route, elles sont pour l'agriculture, elles sont pour la route, elles sont pour l'environnement. Elles sont juxtaposées les unes aux autres. Il faut les mettre en dialogue. Et ça, c'était pas possible.
Voilà, c'est ça qui n'était pas Et possible. donc là, la procédure, elle te dit, tu vas d'un point A à un point B, tu tires ta droite Et puis après, tu as d'autres procédures qui sont plutôt des rapports de force par rapport aux autres choses, sur les remembrements, sur les enquêtes publiques. Alors que donc la discussion, à un moment donné, elle n'arrive plus à avoir lieu. Parce qu'il y a des enjeux contradictoires qui sont chacun valables, mais qui s'opposent. Donc pour trouver la solution qu'on va trouver, il faut se mettre, de mon point de vue, il faut se mettre autour de la table avec des expertises différentes qu'on met en dialogue. Et là, les procédures, elles n'aiment pas ça, parce qu'elles sont trop cadrées. Le temps politique a un rôle dans ce... Oui, ça prend peut-être beaucoup plus de temps, mais est-ce qu'en fait, il ne faut pas créer l'autoroute avant un certain... Le temps politique et administratif a un rôle, oui, bien sûr. Mais oui, il a un rôle. Donc, il peut effectivement bloquer un peu les choses. Mais en fait, c'est contre-productif, puisque ça bloque et ça passe pas, quoi. En voulant aller plus vite, on va moins vite. C'est toujours... si on veut vraiment aller à un objectif, il faut prendre le temps du travail, quoi. Si on le prend pas, il y a des conflits et puis ça peut tout bloquer. Mais bon, quand on est effectivement sur un temps court et qu'on est ne serait-ce que pour les politiques uniquement dans de la communication, c'est plus le fond qui intéresse, c'est la communication. La communication, elle peut dire un peu n'importe quoi, et le fond est perdu, quoi. C'est facile de quitter l'administration française parce qu'on a quand même cette idée d'un travail assez sécurisant dans lequel on peut se projeter et faire carrière jusqu'à la fin. Tu vois, est-ce que ça demande du courage de sortir de ça? Est-ce que c'est difficile ou toi, comment tu l'as vécu? Moi, je l'ai vécu, ça s'est un peu imposé à moi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais plus à l'aise, quoi. Je suis pas parti en burn-out, mais il y avait des choses qui n'allaient pas, quoi. Donc, je me dis, je peux plus, quoi. Puis, je me suis fait aussi quand même un peu taper sur les doigts, justement, en inventant des choses un peu dans les marges. On m'a dit, c'est pas ça. Mais je dis, mais c'est ça qu'il faut faire. Pourquoi vous me dites que c'est pas ça? Ça, c'est le bien commun, quoi. Donc, j'ai pas trop compris ce qui se passait. Donc, j'ai pas trop compris. Si, j'ai commencé à comprendre. Je me dis, mais il faut que je pense. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Je dis pas que j'ai raison. Je dis, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je suis peut-être plus au bon endroit, quoi. Donc ça, c'était à la fonction publique d'État. Et puis donc après, je suis allé donc entre 2007 et 2012 à l'agence d'Urba. Donc c'était autre chose. Une agence d'urbanisme, c'est un pool de collectivités qui essentiellement qui rassemble des moyens. En l'occurrence, 2/3 des ressources de l'agence sont dans la communauté urbaine de Lyon, avec environ 80 personnes. Donc c'est plutôt des profils assez élevés, des architectes, des ingénieurs, des statisticiens, des urbanistes, des spécialistes de logement, des économistes, etc. Pour essayer dans le back-office des politiques publiques. Donc ça, c'est a priori très intéressant. C'est un peu moins opérationnel, quoique néanmoins, il y a quand même le PLU du Grand Lyon qui est fait à l'agence d'urbanisme. Ça, c'est moins connu par les gens. Donc ça, quand même, les enjeux sont toujours importants, mais ceux-là sont plus opérationnels. Et ce que j'ai remarqué, j'ai vécu pendant 5 ans cette direction, c'est qu'il y avait une routine de bon niveau. Je vais dire ça un peu comme ça, un peu méchamment. À Saint-Étienne, il y a moins d'argent. Donc, il faut se creuser un peu plus la tête. À Lyon, il y a beaucoup d'argent. Et donc, on se creuse un peu moins la tête. On va dire ça un peu comme ça. Donc, là encore, l'extérieur ne voit pas qu'on n'est pas si créatif que ça. Parce qu'effectivement, il y a des belles choses qui sortent. Il n'y a pas de doute. Et puis, les gens sont sérieux. Mais au niveau créativité, chercher un peu dans les marges, ça intéressait pas beaucoup les collègues de la communauté urbaine ou du département ou du conseil régional et les collègues de l'agence, pas trop, quoi. Ils faisaient bien leur boulot, mais dans une certaine routine. Donc moi, j'essayais de décaler un peu, j'allais chercher dans les universités, dans différents autres endroits de l'apport, quoi. Et je trouvais que c'était pas ça vraiment. Donc je me suis dit, tiens, là encore, ça pense de moins en moins, quoi. Je pense que l'âge d'or de Lyon, c'était la décennie 90, début des années 2000. Lyon était très créatif, ça c'est connu dans le monde des urbanistes. Mais ça va d'une ville à l'autre, la créativité et les essais. Donc là, on était un peu assis sur un acquis, et puis ça tournait un peu dans la routine. Donc je me suis dit donc cette même normativité, cette même, j'ai appelé ça routine, elle est aussi dans les grandes collectivités territoriales, quoi. Donc, à un moment donné, j'en ai eu un petit peu marre, quoi, parce que je dis, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi, bien sûr, il faut faire bien le boulot, mais on peut aussi inventer, être un peu en tête chercheuse, quoi.
Et je me suis rendu compte que ça intéressait pas très bien les collègues. Et puis, je me suis pas disputé avec Gérard Collomb, mais ça allait sans doute arriver, quoi. Notamment sur les enjeux écologiques, hein. Parce qu'on proposait de faire des choses avec un souci par rapport à la végétation, par rapport à l'eau, et que M. Collomb, c'était pas trop son truc, quoi. Et donc, moi, j'ai dit, mais on peut le faire. Enfin, il faut tout faire, mais ça peut se faire. Donc, pourquoi on le fait pas, quoi? Après, il y a des questions idéologiques qui apparaissent et qui me disent, mais non, ça va pas, quoi. Donc je me sentais moins à ma place parce que j'avais moins d'espace pour. C'est comme ça que j'ai basculé parce que Thierry Magnier, le recteur de la Cato de l'époque, que j'avais connu à Saint-Étienne, m'a proposé de venir le rejoindre en 2012 comme vice-recteur. Et j'ai dit, allons-y. D'autant plus que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est les étudiants, les jeunes, qui sont des vivants. Et je confirme, c'est des vivants. Ils sont plus ouverts. Bon, même si c'est difficile aujourd'hui, évidemment. Et puis, les profs, quoi. C'est des penseurs. Et moi, j'aime bien être aussi avec des penseurs. D'où j'ai dit oui. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, rétrospectivement, assez simplement. Donc, oui, du courage sans doute, mais c'est venu assez naturellement, quoi. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, donc là, sur ta pensée autour de la métamorphose de la civilisation? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre? Puisque je pense qu'on le ressent chacun à l'intérieur de manière très intime aussi, que le monde va pas très bien, que ça bouge dans tous les sens, qu'on est tiraillé à plein d'endroits, au travail, dans notre vie de citoyen, de manière personnelle. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre là? En tout cas, toi, quelle est ta vision des choses et ton analyse sur ce qu'on ressent, je pense, à peu près tous, mais qu'on arrive plus ou moins à exprimer? Oui, effectivement. Donc, je vais avoir un point de vue qui est un peu caricatural, mais c'est quand même une ligne de force que je propose pour répondre à ta question, et qui moi m'a percuté, bien évidemment, hein. C'est à cette question-là que je me suis confronté. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, un peu mon interprétation aujourd'hui que je propose, hein, quand je fais des conférences ou dans les livres, c'est qu'effectivement on change de civilisation, on est dans la bascule, on est dans le tipping point, on est dans le tunnel. Il y en a qui sont déjà passés de l'autre côté, si je puis dire, et qui sont déjà dans un endroit plus enthousiasmant, plus lumineux. J'appelle ça civilisation de la vie, hein, on va y revenir. Et puis donc c'est une émergence de nouvelles civilisation. Je vais revenir sur ce mot-là, sur qu'est-ce que j'entends par là. Et puis une qui fut géniale, parce que toutes les civilisations sont géniales. Ce qu'inventent les humains sur la planète depuis des millénaires, qui durent un certain temps pour tenir ensemble, cette immense cohérence d'agir ensemble, de penser ensemble, de croire ensemble. Quand je dis ensemble, c'est la grande majorité des personnes, hein. En tout cas, quand ça marche bien. Je trouve ça magnifique, quoi. Bon. Donc je pense qu'on est à la fin d'une magnifique qui a duré au moins 400 ans et qui est fondée sur la puissance du rationnel, donc une vision mathématique du monde qui s'élabore de façon très fortement au XVIIe siècle sur un acquis plus ancien, hein, sur un acquis qui vient du Moyen Âge, de la magnifique civilisation du Moyen Âge, elle s'est effondrée dans les guerres de religion, hein. Donc, surtout son énergie, sa belle énergie, elle s'est tout d'un coup vrillée aussi pour donner la catastrophe que nous avons dans nos mémoires en France et en Europe, particulièrement des guerres de religion, c'est les plus terribles, les guerres civiles, et qui repart dans un nouvel essor, fin 16e, début 17e, et sur des refondations, hein, autour d'une vision rationnelle et puis de ces découvertes qui vont se faire de façon extraordinaire. Effectivement, le monde est peut-être bien écrit en langage mathématique avec la découverte des lois écrites, effectivement, les lois de la physique, la mécanique avec Newton au 17e, l'énergie au 18e, l'électromagnétisme au 19e. Moi, j'ai appris, je trouve ça tombe trop belle, ces équations, quoi. Et comment ça se fait que c'est à cet endroit-là, à ce moment-là, dans ce petit bout de l'Europe, que ça se découvre? Je pense qu'on s'interroge pas assez. Pourquoi c'est à ce moment-là? Pourquoi on les a pas trouvés avant? Bon. Donc, il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, de convergence, de force et d'énergie. Et qui vont faire lever cette civilisation qui va donner à l'Europe, cette puissance technique. C'est-à-dire que la science va enfanter la technique, la science moderne va enfanter la technique moderne, même s'il y a des allers-retours, et c'est justement ces allers-retours qui vont se mettre à fonctionner en cercle vertueux, pour donner la puissance du 19e siècle avec les machines, le siècle de l'ingénieur, et où l'Occident qui s'était déjà répandu sur le monde pour une bonne part, là, personne ne peut résister. Voilà, donc ça, et donc, une civilisation, c'est donc une immense cohérence de valeurs,
mais avec certaines qui sont plus importantes que d'autres. Quand je dis valeur, c'est au sens de force de vie, d'énergie de vie, au sens latin du mot valor, auquel petit à petit, on se met de plus en plus nombreux à croire, à penser que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et c'est là où c'est assez mystérieux, c'est comment la foi, je veux dire, la foi collective, en tous les cas, elle est efficace. C'est que si on pense que le monde est écrit en langage mathématique, est-ce qu'on pense vraiment? Eh bien, peut-être qu'il l'est bien, quoi. Et à ce moment-là, ça opère. Hein. Mais si on se met, et ça va se passer, à commencer à ne plus tout à fait le croire, parce que le bienfait de cette situation commence à pas être que du bienfait. Donc, je parlais tout à l'heure de la Première Guerre mondiale, même si bien avant, il y a des secousses avant. Hein. Mais non, c'est pas toujours bien, quoi. La technique, elle est pas toujours bonne pour les humains. Alors qu'elle a été construite philosophiquement sur le fait qu'elle est annexée à la science, elle est fille de la science, et que la science, elle est construite sur les idées platoniciennes du vrai, du beau et du bon, et qu'elle dit le vrai à la science, donc elle est bonne et belle, et donc la technique qui en est fille, elle est forcément bonne. C'est ça la construction géniale qui s'est passée, qui n'est pas souvent racontée, je trouve. Et donc si la technique est bonne, elle est bonne, donc elle a toute puissance, et c'est ce qui va se passer. Mais sauf que si finalement, au XXe siècle, cette promesse, s'abîme. Et la Deuxième Guerre mondiale, avec bien sûr la bombe atomique, des doutes importants arrivent, hein, et pas seulement chez les savants, hein, puisque la guerre, ce sont nos grands-parents qui ont participé, donc qui ont vécu c'est ce drame-là. Hein. Et ceux de la guerre 14 ne pouvaient pas en parler tellement c'était dur ce qu'ils ont vécu, c'était tellement indicible, quoi. Et donc, je pense qu'en ce début du XXIe siècle, eh bien, la confiance dans la puissance technique s'étiole. Et qu'à partir de ce moment-là, les institutions qui sont faites pour protéger cette puissance technicienne et qui ne peuvent pas faire autrement. C'est ça ma thèse qui est très subversive, à vrai dire. Hein. C'est que les institutions publiques, elles ne peuvent pas changer la raison d'être qui les a construites, c'est-à-dire la rationalisation du monde. Le corps des ponts et chaussées, c'est le premier corps d'ingénieur en France. C'est pour ça que c'est génial, cette invention de l'ingénieur savant. Hein, l'ingénieur des ponts, au début du 18e, c'est en 1716 que le corps est créé, et qui va donner le modèle à tous les autres qui vont suivre derrière. Hein. Tous les autres corps d'expertise technique, financière ou administrative. Donc l'inspection des finances, l'ENA, c'est au niveau idéologique vraiment les enfants du corps des ponts. Donc c'est des ingénieurs savants, des experts. C'est des savants donc qui savent par la science ce qui est vrai. Et c'est aussi des ingénieurs, donc des techniciens, et donc ils vont réaliser par la technique ce que la science dit et réciproquement. Donc le corps des ponts, il est archétypal de cette puissance technoscientifique de la civilisation. Et donc moi, je l'ai vécu de l'intérieur, ça. Mais l'ingénieur des ponts, il pense le monde en pont, en route. Et si, pour résoudre une question, je vais devenir beaucoup plus concret, entre Lyon et Saint-Étienne, il y a des problèmes de transport. Les gens, ceux qui vivent ici le savent. Et la seule réponse qui était donnée par mon administration, c'est une autoroute. Ça a été la réponse des années 60, qui n'a pas pu se réaliser dans les années 60, mais qui aurait pu se réaliser dans les années 60. Hein. Mais au début à la fin du XXe siècle, dans les années 1995-2000, la réponse était a priori pour moi plus complexe. Le problème est toujours là, mais la réponse c'est pas forcément une autoroute. C'est on met autour de la table tous les gens qui s'occupent de mobilité, de transport, et on cherche quel type de réponse on peut donner à cette question qui est importante. Et ça a été impossible. Moi, j'étais pourtant directeur départemental, c'était impossible, au niveau de mon expression d'un côté et au niveau des élus de l'autre, de dire, attendez, c'est pas sûr que ça soit l'autoroute la bonne réponse. C'est peut-être, mais pas sûr. Il faut peut-être qu'on garde et qu'on prenne le temps de travailler ça dans ces confrontations de positions pour trouver une solution on va y avoir un compromis. Et ça n'a pas été possible. Je dis, mais pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qui se passe? Bien, parce que l'administration d'équipement pense le monde, un peu en route. Et les élus étaient un peu à la traîne quelque part, et pensaient pareil, quoi. Et je me dis, mais ça va pas. Et je me suis dit, mais là, c'est là où ça vrille. Hein. Et donc, cette fécondité passée, elle s'étiole. Et c'est ça ma contestation et que j'ai pensé, ça pouvait pas être autrement. Il y a une logique de cet étrécissement. Hein. Si effectivement l'institution était faite pour penser le monde de façon rationnelle et mathématique, elle peut pas faire autrement. Donc, si c'est plus ça qu'on veut, parce que on commence à dire, mais non, il y a peut-être autre chose à faire, il faut dire, j'arrête. Donc, le cours des ponts et chaussées, je ferme, je célèbre,
Je célèbre parce que ça fut génial. Les mathématiciens du 18e, les ingénieurs du 19e, les administrateurs du 20e, c'était génial. Mais maintenant, on fait autre chose. Et ça ne se passe pas. Donc ça continue aujourd'hui. Et de mon point de vue, ce globalement positif qui a été magnifique se retourne négativement parce qu'il ne faut plus penser aujourd'hui pour les problèmes de transport uniquement en pont et en chaussée. Il faut penser autrement les choses. Et bien, c'est pas possible. Donc, on va faire d'autres, de mon point de vue, d'autres lieux, d'autres institutions. Et ma réflexion, c'est que, effectivement, le corps des ponts, il peut pas quelque part. Les ministères, elles peuvent, tels qu'ils sont bâtis aujourd'hui, ils peuvent pas. C'est ça ma réflexion. Donc, elle est assez brutale, hein. D'où voilà, c'est ce qu'on observe aujourd'hui, les politiques publiques, qu'elles soient étatiques ou territoriales, pour la quasi-totalité d'entre elles, voilà, elles rétrécissent le réel dans leur champ de vision et qui les coupe, quoi, qui permet pas de prendre l'ensemble de la question dans sa complexité, dans sa largeur. Et qui donc font des réponses qui sont pas justes, qui sont pas bonnes, plutôt qui sont pas bonnes par rapport à la complexité et par rapport à nos nouvelles attentes. Et nos nouvelles attentes, c'est justement de trouver des réponses où c'est pas que les humains et qu'une partie des humains qui s'y retrouvent. C'est d'une part effectivement la plupart des humains, voire la totalité des humains, mais aussi aujourd'hui l'ensemble des êtres vivants. Et donc la réponse qu'on doit donner à nos problèmes, c'est une réponse qui non pas diminue la biodiversité comme ça se passe, mais l'augmente. Et alors là, ce que tu disais, Lucie, qui en moi est malheureux, là, ça reprend du peps, quoi. Parce que là, tout d'un coup, mais oui, ok, je suis d'accord là-dessus. C'est ce que j'observe pour moi et que j'observe beaucoup aujourd'hui dans une partie de notre jeunesse, mais pas seulement. C'est que si effectivement les humains, ils ont une vocation, je pense. Enfin, moi, je suis pas de ceux qui vont dire que les humains disparaissent, hein, parce c'est des êtres absolument extraordinaires, les êtres humains. Ils sont capables du pire, mais ils sont capables vraiment du meilleur. Et le job à venir, c'est plus effectivement uniquement de dominer la nature, comme l'a exprimé Descartes dans le discours de la méthode, et comme c'était effectivement l'espérance légitime du XVIIe siècle, mais c'est de servir et d'honorer toute vie dans sa diversité, la vie des humains dans leurs différences culturelles, mais la vie de tous les vivants. Dans cette inversion-là, nos institutions de la modernité ne peuvent pas l'accueillir, parce qu'elles n'ont pas été faites pour ça. Elles ont été faites pour rationaliser le monde et le dominer au service, je veux dire, du bien-être humain. Au début du XXe siècle, ça marche de moins en moins parce que c'est devenu plus complexe et qu'on aspire à d'autres choses. Et donc, je pense qu'il faut changer la façon, nos règles de travail, nos règles du jeu, et aussi mettre sans doute notre vocation, qui n'est plus de dominer, mais de servir. De plus être à la tête de la pyramide de l'évolution, mais d'être quelque part à la base. Voilà, j'ai parcouru pas mal d'idées à travers tout ce que je raconte là, mais c'est ça actuellement ma pensée, oui. Ouais. Et du coup, quels sont les modèles, tu vois, pour être un peu plus concret aussi, tu vois, que toi tu vois de ce quand tu dis finalement ça se passe plus au niveau des institutions telles qu'elles ont été bâties, mais on voit émerger ça un peu ailleurs. Qu'est-ce que tu vois émerger où, tu vois, est-ce que tu as des exemples un peu concrets pour qu'on matérialise comment est-ce que cette nouvelle civilisation que tu appelles civilisation de la vie se matérialise, se réalise, oui, se manifeste. Alors, okay. Dans les entreprises, au sens large du mot, qu'est-ce que j'appelle une entreprise ? C'est une communauté humaine qui entreprend des choses, quel que soit son statut. C'est qu'une institution, elle est bloquée sur une civilisation. Donc aujourd'hui, elles vont pas y arriver. J'observe qu'elles n'y arrivent pas. Hein. Bon, j'essaie de comprendre. Moi, j'ai raison. Je dis que j'essaie de comprendre ce qui se passe, quoi. Ce que j'observe et ce que je vois, c'est des entreprises, donc diverses et variées, pas très nombreuses, hein, j'entends bien. Ça grandit, mais c'est encore assez marginal, qui sont habitées par cette nouvelle éthique ou cette nouvelle, comment je vais dire ça, ordonnancement de valeurs, où les valeurs les plus importantes, ce ne sont plus les valeurs liées à la rationalité, mais liées aux relations. Prendre soin des relations. Alors, entre les humains, dans leur diversité, donc ça notamment dans l'entreprise, mais aujourd'hui,
Et ça peut aider d'ailleurs la relation entre les humains avec aussi les autres êtres vivants, voire les éléments de la nature. Donc, je vois des entreprises. Alors, il faut plutôt être petit quand même. C'est plus facile quand on est petit. Hein. D'abord, celle qui démarre directement sur cette idée-là. Hein. Elle démarre petit. Hein. C'est difficile, ça se passe, hein. Mais c'est difficile de... effectivement, si l'entreprise a été construite d'abord comme un centre de profit financier, hein, ça c'est le néolibéralisme actuel, son dirigeant ou ses dirigeants disent finalement, c'est plus ça qu'on voulait, quoi. Ça, c'est quand même pas facile. Ça arrive, hein, mais c'est pas facile. Si d'ores et déjà on crée une entreprise avec ces valeurs de fond qui sont prendre soin des relations entre les personnes et de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique, hein, voilà. Donc ça, j'observe ça. Et on peut le faire malgré la réglementation et tout ce qui entoure l'entreprise qui est du coup, tu vois, issu des institutions que tu décrivais juste avant. C'est difficile. C'est pour ça que c'est un magnifique challenge. C'est difficile. Faut être rusé. Mon activité, je l'appelle Philo-Métis. Et Métis, c'est la déesse de la ruse. En Grèce, c'est la grande protectrice d'Ulysse, c'est la mère d'Athéna, Métis. Donc, faut être rusé au sens de trouver des fissures pour y arriver. Oui, il faut être malin, effectivement. Et puis, il faut être aussi en lien avec d'autres, dans l'entraide, dans la coopération. Et puis, faut parfois, je le pense aussi, transgresser. Donc, on en parlera peut-être du concept de transgression éthique. C'est-à-dire qu'il faut parfois franchir la ligne rouge, mais parce que c'est légitime, parce que c'est pour tenir le bien commun, il faut la franchir parce que les procédures t'empêchent de le faire, quoi. Donc il y a toute cette intelligence, cette lucidité qu'il faut avoir, qu'il faut partager effectivement dans l'entreprise. Oui, donc c'est ça que j'observe en ce moment qui est en train d'arriver à bas bruit, hein, bien évidemment, et qu'un certain nombre de dirigeants, bon, tu parlais tout à l'heure de Christophe Fargier, effectivement, quand je suis intervenu, je pense que effectivement Christophe, il est aussi habité par ça, c'est-à-dire que c'est la communauté humaine de l'entreprise qui compte. Alors, avec des tas de difficultés, hein, parce qu'il faut payer ses impôts, il faut payer l'URSSAF, dont acte, hein, évidemment. Mais c'est pas l'objectif fondamental. L'objectif, c'est faire des choses ensemble pour d'autres. Donc, l'argent n'est pas la fin de l'entreprise, c'est un moyen fondamental, mais ce n'est pas la fin. C'est ce retournement-là qui est facile à dire et qui est très difficile à tenir. Parce qu'effectivement, dans le monde néolibéral et institutionnel, l'entreprise, c'est un centre de profit pour gagner de l'argent. Ben non. Dans le monde qui vient, l'entreprise, c'est fait pour augmenter les relations. Donc, il faut produire, hein, que ce soit des biens manufacturés, que ce soit des services ou des plateformes Internet, bien évidemment, mais au service, voilà, d'une vie relationnelle plus dense. C'est pas augmenter, c'est pas la croissance matérielle et de l'argent, c'est la croissance des relations. Et la croissance de la vie. Il y a toujours la croissance, mais elle n'est plus quantitative, elle est d'ordre qualitative. Et après, effectivement, elle ne se mesure pas que par du chiffre, que par des tableaux de bord, que par de la statistique. Ça se mesure, je ne sais plus trop, hein, en fait. Ça se mesure. Il faut qu'on trouve des nouveaux indicateurs. Exactement. Sortir de cet indicateur mortifère dans l'entreprise qui peuvent être l'EBITDA, le PIB pour une nation. Et donc, quels sont les indicateurs qu'on doit mettre en place? Eh bien, ça, c'est ça qui se met en travail, parce que c'est pas que des indicateurs qui produisent des chiffres. Oui, il en faut des chiffres, bien évidemment. Il ne s'agit pas de devenir idiot et pas rationnel, mais la raison au service de plus grand qu'elle. En fait, c'est ça l'idée fondamentale. Et donc, il faut des mathématiques, il faut des lois, etc. Mais au service de plus grand. Ça se met. C'est ça qui s'invente en ce moment. C'est plutôt des enquêtes, c'est des débats, c'est du travail, c'est des rencontres. Et effectivement, les champs de l'émotionnel, du sensible, de l'imagination, voire du spirituel, deviennent des champs importants. Comment dans ces champs-là, qui sont soit ignorés, soit mathématisés par les modèles, c'est un mot que j'aime pas, modèle, parce que justement, ça m'amène un peu à ce monde où tout est chiffré. Eh bien, c'est comment ces champs, ces dimensions humaines qui sont les nôtres, nous les humains, on est des êtres de chair et de sang, nous ne sommes pas des robots. Si nous sommes que des êtres rationnels, il faut qu'on nous remplace par des robots. Si on n'est que des paquets de big data, il faut que ce soit l'intelligence artificielle qui dérive tout. On est OK là-dessus. Mais si nous, les humains, et c'est la question que nous posent les robots, c'est bien. Ils disent, mais et toi, humain, qui es-tu? Moi, je suis un être sensible, un être imaginatif, un être émotionnel, un être spirituel, des choses qui passent par l'invisible.
Ah oui, et puis dans ce cas-là, on peut travailler bien sûr ensemble avec les robots. Mais qu'est-ce que moi j'apporte ? Et donc c'est ce qui est spécifique. Mais c'est ça qui est génial dans le temps qui vient. Ça nous renvoie, à mon avis, ce temps qui vient nous renvoie à qu'est-ce qui est plus spécifiquement humain et qui naît dans le monde. Voilà, quand je dis situation de la vie, c'est quoi la vie, quoi ? Ben, c'est un truc qui nous échappe un peu, quoi. Mais ça m'intéresse. Si je suis un vivant, et si toi tu es un vivant, et si collectivement dans une entreprise nous sommes des vivants au service d'autres vivants. Voilà. Donc je vois effectivement des entreprises qui naissent directement avec ces idées-là et qui essayent de tenir le coup et de se déployer. Alors sur des formes effectivement de croissance qui sont pas que des croissances je dirais, classiques, avec donc des croissances de type archipel, confédération, constellation, oui, où effectivement ce sont des groupes humains, ou quelques dizaines, voire quelques centaines, mais quand ça devient trop gros, ça marche. On peut plus vraiment être en relation suffisamment, hein, même si les outils numériques nous aident aujourd'hui à être sur des plus grands nombres. Et donc c'est pas des rapports de domination justement entre ces différentes entités d'un groupe en croissance. C'est des rapports plus de parité, et donc ça s'invente aujourd'hui. Comment on va s'organiser à grand nombre dans ce respect-là, à la fois des différences et de faire les choses. C'est ça et aujourd'hui, donc les institutions de demain, elles s'inventent dans les entreprises. C'est ça que je trouve ça extraordinaire. Dans des règles du travail. Donc, il faut regarder des entreprises en croissance, au sens simple du mot, qui sont habitées par ces valeurs, comment elles font. Si les spin-offs deviennent uniquement des filiales, ça c'est l'ancien monde. Si les spin-offs deviennent des entreprises, je dirais, en parité avec la maison mère, et donc c'est d'habitude des nouvelles relations, plus de parité. Et donc qu'est-ce qu'on partage au niveau d'une échelle supérieure ? On partage des moyens, mais la façon dont ça se gouverne, donc ça touche évidemment les gouvernances qui sont beaucoup plus collectives, donc le management aussi, qui est beaucoup plus d'entreprise comme un commun. C'est cette notion aussi d'entreprise comme un commun que je travaille avec beaucoup d'autres, où on peut, bien sûr qu'il y a des fonctions différentes, il y a des compteurs de gestion, il y a des financiers, il y a des ingénieurs, il y a des ouvriers, il y a des dirigeants. C'est clair que les fonctions ne sont pas les mêmes, mais il y a une égale dignité entre toutes les personnes. Et donc les processus de décision font en sorte que chacun puisse à un moment donné donner son petit grain de sel. Et les processus d'évaluation des décisions. Il y a un dirigeant qui doit décider, on est bien d'accord. Mais voilà, la façon dont la décision elle monte dans l'entreprise, elle s'élabore autrement que soit dans un conseil d'administration, soit dans la tête d'un seul, quoi. Et puis il y a des corps de rappel de comment on évalue cette décision. Bien, pas bien, puis on recommence, quoi. Et donc, effectivement, ça demande aux dirigeants d'être beaucoup plus attentifs à comment s'élabore au sein même de l'entreprise la décision. Et les expériences aujourd'hui montrent que oui, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Est-ce qu'il n'y a pas là aussi, c'est une discussion un peu philosophique, mais quelque chose autour du rapport au temps? Parce que, tu vois, dans un monde où on n'a jamais le temps de rien, où on se dit toujours, je cours après le temps, ouais, j'ai pas le temps, mettre tout le monde autour de la table, tu vois, prendre le temps de consulter, utiliser l'intelligence collective, ça demande parfois un peu plus de temps parce que de gérer un peu mieux la complexité aussi que la décision qui tombe d'une personne qui va plus vite, qui est plus simple, très certainement, beaucoup moins collective et qui donc demande moins de temps. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que c'est pas forcément la bonne décision. Si dans l'entreprise, il y a une grande confiance, la clé c'est la confiance entre les personnes, fait que quand la décision, il faut qu'elle soit prise là, si la décision à prendre, là où c'est vraiment légitime qu'elle soit prise. Et donc si c'est dans une équipe de 10 personnes qui est opérationnelle, le patron il dit je ne m'en occupe pas, quoi. Parce qu'il y a une confiance. Il y a une confiance, on sent que chaque personne porte l'ensemble de l'entreprise. C'est pour ça que je dis l'entreprise comme un commun. Il faut que chaque personne, on va prendre uniquement les salariés, mais on pourrait prendre toutes les parties prenantes. C'est mon entreprise aussi. Et donc, quand moi je prends une décision ou quand je me donne dans l'entreprise, ça concerne tout le monde, effectivement. Si j'ai pas cette vision globale, je me protège. Bon. Donc, c'est vraiment une culture profonde. On est tous concernés. C'est mon entreprise au sens fort du mot, quoi.
Après, c'est effectivement comment effectivement quand décision à prendre, où est-ce qu'elle se prend. Et puis si c'est au niveau d'une décision plus stratégique, bon, en général, il faut quand même, ça se prend peut-être pas en 1 heure quand même. Mais si je dirais le patron, il a ces lieux de, parce que fréquemment, enfin, en tout cas quand il peut consulter les personnes dans l'entreprise, il peut aller vite, quoi. Il peut réunir vite les gens. Donc je pense que je suis même sûr, hein, que quand à la fois les méthodes, hein, les protocoles sont bien établis et que l'information circule vite et en confiance, au contraire même. Et puis la décision, le patron peut la prendre lui en tant que patron, mais elle est élaborée par un collectif. Ce qui fait que quand le patron prend la décision, il n'est pas seul. Il peut y avoir des décisions très, très rares. Ça a discuté avec certains d'entre eux. Ça, c'est ce que vous faites, je pense, ici à Tipping Point. Mais franchement, c'est plus efficace, quoi. Et je pense que c'est peut-être plus rapide. Et puis, à la fois plus rapide et plus robuste, quoi. Ouais, j'en suis convaincue. Hein. Je tirais le trait parce que je sais que c'est ce qu'on nous oppose, en tout cas régulièrement. De l'intelligence collective, c'est bien, l'entreprise libérée, c'est super dit comme ça, mais j'ai pas le temps en fait. Mais je pense que les personnes qui disent ça n'ont pas l'expérience. Et donc on a tous des idées, nous des humains on a des idées toutes faites, hein. Et donc tant qu'on n'a pas basculé pour le vivre, on a peur, quoi, parce qu'effectivement ça peut planter aussi, hein. Et donc il faut y aller, quoi. Alors faut écouter aussi certains qui l'ont vécu, qui le vivent. Et je dis, mais ouais, c'est possible, quoi. Mais effectivement, c'est un changement idéologique fort. Donc, c'est difficile. D'où l'importance de ce que vous faites, de faire témoigner des personnes. Dire, oui, c'est possible. Et puis après, trouver le cheminement, ça, effectivement, c'est à chaque entreprise, à chaque dirigeant, à chaque comité de direction de dire, je cherche mon chemin. Hein. Mais il faut être habité d'une conviction profonde que oui, ça sera mieux pour tout le monde. Ça sera mieux pour tout le monde. Et quand la conviction, à un moment donné, elle est suffisamment mûre, ben après, on se met en route, quoi. Enfin, c'est l'expérience que moi, je vois qui se passe. Enfin, moi, j'ai le sentiment que le dirigeant, quand il est aligné, il est en capacité d'écouter et de passer à l'action et de mettre en application cette intelligence collective, ou en tout cas d'essayer de nouveaux modèles. Quand il est désaligné, et finalement, quand il est pas dans son écologie intérieure, quand il en prend pas soin, par exemple, c'est beaucoup plus compliqué. Et on revient un peu dans ce que tu décrivais, dans ce côté rationnel, très procédurier. Je délègue en fait la confiance que je n'ai pas en moi, je vais la déléguer à une procédure parce que la procédure ou l'indicateur va me donner l'endroit si je suis bien ou pas bien, quoi. Alors, c'est pas très clair ce que je viens de dire, mais si. Merci. Si, Romain, c'est clair. Et je pense que le travail que le dirigeant doit faire sur lui-même, chacun d'entre nous sommes appelés à le faire sur nous-mêmes. Hein. De cette que moi j'ai une conversion de dire c'est quelle est ma vocation, moi personnellement et moi en tant qu'humain et dans la société. Et sinon ça peut pas démarrer. Et effectivement, si un dirigeant il n'est pas, comme on dit aujourd'hui, aligné avec, mais il faut qu'il les trouve. C'est quoi ses valeurs? En ce moment, ça commence à avancer quand même. Hein. Là-dessus, ça commence à venir. Mais c'est fondamental de commencer par soi. On a parlé de Christophe et du Ninkasi. Est-ce que tu as des exemples d'entreprises, d'entrepreneurs et d'entreprises qui ont basculé, qui sont justement de l'autre côté de cette faille? On aime bien le terme de name and shine. Est en cours depuis le début. Hein. Oui, j'ai eu un témoignage récemment de Laurent de la Clergerie. LDLC, oui. Qui a fait une aventure formidable là, depuis 5 ans, quoi, de basculement. Je pense que vous allez peut-être interviewer bientôt. Donc c'est 1000 personnes, donc c'est pas... Et puis, je sais pas, entre 500 et 700 millions de chiffre d'affaires. Et puis on a des plus petites, il y a autour de Renaud Sornin, d'attestation légale, avec la constellation, parce que c'est un mot qu'utilise Renaud Sornin, de recherche de comment vraiment ces spin-offs qui sont sortis d'attestation légale, elles se retrouvent dans une organisation autre, plus paritaire, pour développer. Un autre exemple des plus petites, les gens de FlexJob, peut-être vous connaissez ces jeunes qui ont créé, c'est un petit bureau de consultants, hein. Eux ils ont créé tout de suite comme ça, il y a quelques années, et essayent de tenir. Il y en a.
Oui, du coup, j'ai envie de repartager ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer. J'ai été témoin cette semaine, en tout cas récemment, d'entreprises aussi qui sont créées par des jeunes, puisque tu parles de jeunes, la trentaine, sur des modes de management et une culture vraiment qui brise en fait les individus, qui est à l'opposé de ce qu'on peut entendre ici sur Tipping Point. Et ça m'a d'autant plus touchée et blessée et peinée. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais que ce soit des jeunes qui portent ça et qu'on puisse vraiment encore créer des entreprises sur ce modèle-là. Alors peut-être que je vis dans un monde vraiment parallèle depuis quelques temps, mais qu'est-ce que toi tu observes aussi, puisque là on parle de ceux qui font vraiment bien, mais tu vois, j'avais cet espoir, peut-être un peu naïf, que la jeunesse, ou en tout cas la nouvelle génération, portait autre chose que ces vieilles, en tout cas que moi je considère comme vieilles pratiques d'un autre temps. Et en fait, de m'apercevoir que non, il y en avait partout, ça m'a vraiment bouleversée. Et toi qui aussi a du coup eu des postes assez récemment dans des universités, donc auprès des jeunes, qu'est-ce que tu ressens ? Je ressens que le monde est un peu brouillé. Je pense que le mainstream, l'économie libérale, elle se crispe, elle se tend, elle se durcit, mais elle est majoritaire. Et donc, si on voit l'entreprise comme un lieu d'abord de centre de profit pour gagner de l'argent, et dans les écoles de commerce, on n'a pas vraiment basculé. Ils sentent bien que ça commence un peu à bouger, mais au fond, ils n'ont pas franchement basculé dans ce qui est enseigné aux jeunes, dans les écoles de management. Donc, la plupart, on peut dire, même si parce qu'effectivement, je vois qu'il y en a un certain nombre qui, ça leur va pas de plus en plus, mais quand même. Et donc, quand ils créent, si c'est pour faire de l'argent, il faut des méthodes qui soient pas très respectueuses des humains, quand même, grosso modo. Si c'est d'abord gagner de l'argent et faire de l'argent pour de l'argent. Et... Oui, parce qu'une entreprise doit pouvoir gagner de l'argent pour subsister, bien sûr. pour faire ce qu'elle a à faire. Ouais. L'argent, bien sûr, c'est le carburant. Donc, s'il n'y a plus de carburant, c'est la panne dans le désert et c'est mort. Donc, l'argent est un moyen fondamental. Mais c'est pas le but. Si c'est le but, comme dans une économie libérale, c'est la doxa, on aboutit désormais, et c'est ce qu'on observe, à de la maltraitance, ou plutôt de la domination sous toutes les formes diverses. Et comme, au fond, comme je disais, il y a un durcissement des institutions et des procédures sur la déshumanisation, puisque c'est entré dans les cases. Donc, il y a une convergence entre les politiques publiques qui sont sur cette rationalisation du monde, qui est de l'argent, qui est du chiffre. C'est le nombre qui unifie tout le monde. C'est le nombre qui se mesure en argent désormais. Donc dans ce monde-là, c'est logique, quoi. Et donc les humains sont au service de la croissance de l'argent. Et pas au niveau de la croissance de la vie, de leurs relations, etc. Et donc je suis un peu abstrait, mais c'est vraiment, quand on prend beaucoup de recul, on peut voir ça, quoi. Et que c'est, à mon avis, incompatible. Et c'est pour ça que les deux civilisations, celle la technoscientifique et la science de la vie, elles s'affrontent. Et c'est quelque part à la vie, à la mort. Sauf qu'au niveau de la civilisation technoscientifique qui s'effondre, donc elle était fondée sur une promesse qui fut très productive, qui fut très belle. C'est la promesse que la technique allait toujours améliorer nos vies. Si nous ne croyons plus de plus en plus à cette promesse, elle ne tient plus philosophiquement. Elle ne tient plus spirituellement. Elle est vide, quoi. Et donc, plus elle est vide, plus elle durcit les choses. On le voit dans ce type d'entreprise, mais on le voit d'abord dans les institutions, de mon point de vue. Et c'est tragique. Et donc, je propose juste de voir ça. Après, chacun fait comme il peut, voir comme il veut. Et c'est vrai que quand on a 25 ans et qu'on démarre quelque chose, on peut dire j'y vais directement de ce côté-là, et pas de l'autre. Bon, c'est caricatural de dire un côté, oui, je suis conscient que c'est... Mais quand même, ça explique, ça permet d'interpréter un certain nombre de choses. Voilà. Et par rapport à ce que tu as vécu, de voir effectivement des entreprises développées par des jeunes, que ça allait pas, oui, c'est logique, parce qu'ils veulent gagner de l'argent. Et c'est légitime. Dans la modernité, c'est légitime, voilà. Dans le monde qui vient, ce n'est pas légitime. Ce qui est légitime, c'est développer les relations. Et donc, le fait que chacun puisse s'individuer. Et donc, il y a un combat de légitimité qui se passe en ce moment. Et ça, c'est très... C'est violent, les combats de légitimité. Ça peut aller très loin, et ça va sans doute aller très loin. Donc moi, je propose de regarder ça avec un peu de recul
Et puis après, on choisit, quand on peut, où est-ce qu'on va. On chemine quand on a envie de changer d'endroit, quand on est un individu ou quand on est un patron, si on pense que, dans la difficulté, dans la contradiction, effectivement, avec du temps, avec des cordes de rappel, tout ça est complexe. Mais si on a un horizon ensoleillé qui est fondé sur des valeurs vraiment partagées, mon espérance et ma croyance, c'est que ça va marcher. Parce que ça peut que marcher. C'est la question que j'allais te poser, c'est quel est ton niveau d'optimisme et de confiance justement par rapport à ça ? Alors, c'est pas tout à fait les mêmes mots, on va les prendre ensemble, optimisme, confiance, espérance. À court terme, je suis fortement pessimiste, on va dire. À long terme, je suis fortement optimiste. Je ne sais pas dire combien vaut le terme. Donc, je pense que les temps qui viennent vont être des temps difficiles, de plus en plus difficiles, un certain temps, parce que ça se crispe, ça durcit. Mais que je crois en la puissance de la vie et que les humains sont capables du pire et du meilleur. Mais quand c'est une situation en émergence, ils sont capables du meilleur. Et donc, nous allons trouver des solutions là où apparemment il n'y en a pas, quoi. Aussi bien pour une petite équipe que pour l'ensemble de l'humanité aujourd'hui par rapport aux enjeux climatiques et écologiques qui nous submergent. C'est que rationnellement, on n'a pas de solution, on est foutu. Mais le monde n'étant pas écrit seulement en langage mathématique, on n'est pas que des êtres rationnels. Si nous sommes tous ensemble les humains pour nous dire il faut qu'on trouve une solution, puis on va la trouver, on va en trouver. Mais effectivement, ça bascule tout le système. Donc je pense qu'à long terme, on va y arriver. Mais il va y avoir pas mal de dégâts en cours de route, sans doute. Tu as utilisé un mot, la écologie. C'est quoi ta définition de l'écologie, Olivier ? C'est son étymologie, oikos logos, la science de la maison commune. Oikos, la maison en grec, logos, la connaissance, la science. Donc c'est une science. On a besoin de science dans le monde qui vient, mais une science au service de plus grand qu'elle, au service de la vie. Alors que dans la modernité, la science, elle a tout accaparé vers elle, et puis elle s'est fait déborder par la technique. Donc, on a besoin de science. Donc, l'écologie, c'est la science qui étudie tous les liens dans un écosystème, toutes les relations, justement, dans un écosystème entre tous les êtres vivants, et pas seulement, hein, aussi avec les éléments de la nature, l'air, l'eau, le sol, etc. Donc, c'est une science qui utilise toutes les autres sciences, de la physique, de la géologie, de la sociologie quand les humains, de la biologie, bref, toutes les sciences pour essayer de comprendre comment ça marche dans un écosystème du point de vue scientifique, du point de vue des cause-effet. C'est ça. Et donc, l'écologie, elle a des lois, et des lois, c'est nomos en grec. Donc, il y a des lois, c'est oikos, nomos. Donc, l'écologie, elle comprend l'économie, qui est à l'intérieur. L'écologie, c'est la science. Dedans, il y a des lois, ça s'appelle l'économie. Enfin, voilà l'étymologie des mots. C'est ça qui nous a été renversé. Donc c'est la science principale du monde qui vient, c'est l'écologie. Le monde de la modernité, c'était les mathématiques, la science principale. Il en faut toujours, mais là aussi, les mathématiques deviennent au service de l'écologie. Pour trouver des lois écrites aussi en langage mathématique, mais pas seulement. Voilà. Donc il y a un réajustement des différentes sciences ou des différentes connaissances. Donc est-ce que tu dirais que c'est la science de la nouvelle civilisation ? En tout cas, ou une valeur sur laquelle elle s'appuie ? L'écologie, c'est la principale science du monde qui vient, de la situation de la vie. Oui. Voilà. Alors que dans le monde précédent, c'était les mathématiques. C'est juste pour donner des lignes de force, à vrai dire. Hein. Or, l'écologie, comme elle l'utilise, elle est très interdisciplinaire, puisqu'elle va utiliser les autres connaissances, elle est maltraitée dans un système verticalisé, en France et d'ailleurs dans le monde d'ailleurs. Hein. Les systèmes institutionnels des sciences sont verticalisés. Donc l'écologie, elle est très maltraitée parce qu'elle n'y arrive pas bien. Oui, c'est Dominique Seyler d'ailleurs dans l'épisode 2 qui disait aujourd'hui, si tu veux réussir en tant que chercheur, tu es obligé de rester dans une expertise très verticale, puisque les publications, tu es reconnu uniquement dans un sujet. Et si tu as l'envie de faire de la recherche ou d'être connu par la transversalité, par une approche un peu plus généraliste, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui en France. Et dans le monde entier. Hein, il y a assez peu de place pour les généralistes. C'est pour ça que ça plante. Il y a assez peu de place pour les généralistes, finalement. Mais il y en a de moins en moins. Mais voilà, tu as bien dit les choses, Lucie. C'est exactement ça qui se passe. Est-ce qu'on peut revenir sur la transgression éthique ? Parce qu'avec Romain, on aime bien ce mot, on trouve qu'il est joli. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que je veux dire dans cette notion-là ? Donc, comme si j'ai planté un peu le décor de changement de civilisation. Une civilisation, quand elle tourne bien, donc ça dure un certain temps, plusieurs décennies, plusieurs siècles d'ailleurs, eh bien, il y a comme une concordance entre légitimité et légalité.
Alors, ce qui est légitime, c'est-à-dire de développer les valeurs de la civilisation, ça s'inscrit dans des lois, l'égalité, dans des règles, voilà, des règles écrites ou mathématiques. On est d'accord, ce qui est légitime est légal. C'est génial. Dans ce cas-là, la civilisation, elle se transforme, elle se réforme. Les institutions, elles tiennent, elles peuvent changer, mais le fond demeure. Quand on change de civilisation, ceux qui sont passés de votre côté, du côté émergence, une nouvelle légitimité leur est apparue. La légitimité pour ceux-là, et je pense que c'est ce que tu décrivais tout à l'heure pour toi, c'est de prendre soin des relations. C'est ça la première légitimité. Alors que dans le monde mainstream, de ceux qui ont le pouvoir de faire des lois, non, c'est de rationaliser le monde. Et donc, il y a une disjonction entre légitimité et légalité qui se passe aujourd'hui. Et dans cette disjonction, c'est merde, qu'est-ce que je fais? Parce que excusez-moi d'être un peu familier, pour pas dire plus, c'est que pour pouvoir faire en sorte que ces relations dans l'entreprise et autour d'elle se développent, eh ben, si je respecte les normes, j'y arrive pas. Donc, il faut que je les transgresse. Il faut que je chemine. Transgression, c'est transgresser. Gressum, en latin, c'est cheminer. Donc, je traverse la frontière. Je traverse. Gressum, je chemine. Je traverse la frontière entre les deux civilisations. Et donc, je m'inscris dans une forte légitimité qui devient illégale. Qui est illégale? Et la légalité, pour moi, elle est illégitime. C'est vraiment ce que, pour moi, j'observe. Et donc, dans cette disjonction de ces deux mots, se place la transgression éthique. Voilà ma proposition un peu conceptuelle. Et donc, c'est pas facile. Ça demande de prendre des risques. Et si l'entreprise, elle transgresse, parce qu'elle doit le faire, parce que pour tenir cette légitimité, cette valeur commune qui est la protection et le développement de la vie et des individuations, eh bien, il faut qu'on soit un peu d'accord là-dessus dans une entreprise. Parce que s'il y a des désaccords entre les personnes, les corps de rappel à l'égalité arrivent vite, quoi. Et ça marche pas, quoi. Et donc, donc pour les dirigeants, il faut que les participants de l'entreprise, les salariés, ils soient d'accord à peu près avec ça. Donc moi, c'est ce que je peux proposer d'expliquer quand j'interviens. Et après, chacun trouve ses chemins transgressifs suivant ses besoins, sans provoquer. Et si on ne cherche pas à provoquer, on cherche à tenir le pourquoi on est d'accord d'être ensemble et donner le meilleur de nous-mêmes. Et ça nous est légitime. Et si on peut pas le faire, soit on ferme l'entreprise, soit on revient dans l'ancien monde. Peut-être que c'est le cas des gens que tu as vus. Et finalement, c'est l'argent qui compte. En fait, vous voyez bien que c'est plutôt souvent mélangé dans nos affaires. Mais je pense que ça sera de moins en moins mélangé par les temps qui viennent. On va être de plus en plus saisi par de quel côté es-tu? De quel côté êtes-vous? Et du coup, c'est quoi ton conseil, ta recommandation ou le mot que tu as envie de donner à ces entrepreneurs, dirigeants, leaders ou même citoyens qui sont un peu tiraillés des deux côtés, tu vois, qui n'ont pas encore réussi à franchir ça, à transgresser éthiquement, ou en tout cas à passer de l'autre côté, mais qui sentent qu'ils ont envie, en tout cas qu'ils ont cette aspiration. Comment ils peuvent faire, sur quoi ils peuvent s'appuyer aujourd'hui? Je pense qu'il faut qu'ils soient lucides, il faut qu'ils pensent d'abord le réel tel qu'il. Voilà une description que je fais un peu rapide. Donc, qu'est-ce que c'est pour leur monde à eux? Est-ce que cette grille-là, elle fonctionne à peu près? Pour prendre un peu de recul intellectuel, déjà. Bon, parce qu'après, pour trouver des chemins, il faut qu'ils soient raisonnés. Le rationnel est bien là. Il ne faut pas que ce soit n'importe quoi, évidemment. Donc, bien penser. Et on n'est pas très aidé là-dessus quand même. Donc, moi, je propose une pensée. Il y en a d'autres, bien évidemment, de cette disjonction. Et puis après, il y a ce qu'on appelle l'accompagnement du changement. La facilitation, c'est un terme qui apparaît beaucoup désormais, où c'est bien dans le groupe, dans l'entreprise que se trouve le chemin. Le facilitateur, il fait en sorte que le groupe trouve son chemin qui sera le sien, quoi. Et donc, à la fois dans le timing et puis dans le cheminement, on y va, quoi. Alors après, comment on y va? Il y a des gens qui peuvent aider, ça s'appelle des facilitateurs, ils peuvent être externes ou internes. Et puis en avant, quoi. Mais c'est vrai que je pense que on va pas changer pour changer. Moi, je propose de vous montrer un horizon ensoleillé. À ce moment-là, on peut peut-être se mettre en mouvement, alors que c'est le brouillard. Dans le brouillard, on voit une petite lumière qui arrive là-bas. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on la partage? S'il n'y a pas de lumière du tout, si c'est changer pour changer, je pense qu'on tourne en mouvement brownien, puis on reste dans le brouillard. Donc c'est pour ça que
Je suis souvent avec d'autres personnes qui sont plutôt des accompagnateurs, sachant que moi, je pointe un peu l'horizon. Je suis un peu vigilant sur pas trop dévier quand même. Vous voyez, c'est ça. C'est magnifique de cheminer avec un horizon lumineux, enthousiasmant. Voilà, c'est ça un peu que je conseillerais. Mais effectivement, il faut quand même déjà partager un peu la lumière avant de dire comment on va faire. Déjà, ça prend du temps à trouver. Et puis, allez, on y va. Et c'est en faisant qu'on chemine. Hein. C'est pas une théorie d'avance et puis on va l'appliquer. Sinon, c'est tout ça qui marche pas, puis ça marche plus. Parce qu'il se passe sans arrêt des trucs imprévus, quoi. Les entreprises qui vont pas basculer, qui vont pas franchir le saut là pour aller dans cette nouvelle civilisation, sont amenées à mourir. À long terme, oui. Mais c'est pas forcément le propos des dirigeants si c'est gagner de l'argent. Ils changeront, ils mettront leur argent ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? Mais tant pis pour les. Et puis c'est sans doute dommage au niveau des savoir-faire. Enfin, beaucoup de savoir-faire se perdent aussi, ça c'est quand même embêtant. Oui, je pense. Oui. Oui. Enfin, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'elles ont déjà plus de mal à recruter. Enfin, c'est assez nouveau. Hein. Et c'est l'éveil du dirigeant passe aussi par le réveil des collaborateurs. Ah bah c'est sûr, oui. C'est sûr. Et puis des collaborateurs éveillés, ils vont aller de moins en moins dans une entreprise dont le dirigeant n'est pas franchement éveillé. Hein. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Hein. C'est ce qui se passe en ce moment. Et si les entreprises font que du washing pour trouver les jeunes talents, comme elles disent, elles vont pas y arriver longtemps, quoi. Enfin, je pense que c'est ce que vous observez aussi. C'est en train de monter. Oui. Et ça s'accélère. Et ça s'accélère. Voilà. Donc moi, je donne une proposition de pensée de comment interpréter ce qui se passe là. Voilà une interprétation que je vous propose. Et c'est quoi ta définition du leader dans cette civilisation de la vie? C'est vraiment un accompagnateur, un facilitateur. C'est quelqu'un qui, je pense, qui garde une vision sur la vocation de l'entreprise de façon assez générale, mais qui ne sait plus vraiment comment y aller. Mais il la garde, parce qu'on peut dévier. Hein. Il la garde. Par contre, il a la capacité de mettre autour de la table des personnes différentes de son entreprise et d'ailleurs, hein, pour trouver des solutions aux problèmes qu'ils ont. L'ingénieur des ponts, il n'a plus la solution au problème de transport entre Lyon et Saint-Étienne. Donc l'ingénieur des ponts, il devrait mettre autour de la table des tas de gens qui vont travailler et donner la confiance à tous ces gens, donner quelques moyens. Donc c'est ça le leader de mon avis d'aujourd'hui et de demain. C'est qu'il n'a pas la solution parce que c'est trop complexe, quoi. Il sait plus. Par contre, il sait ou il a confiance que un groupe de personnes différents, avec des compétences différentes, parce qu'on leur donne la confiance, parce qu'on donne quelques moyens, ils vont trouver. Et l'expérience montre que, en général, ça marche, quoi. Donc c'est quelqu'un qui est un homme de relations fondamentalement, qui aime les autres, je pense, qui aime les humains et les autres vivants, et qui a je pense que les plus géniaux seront ceux qui mettent dans le débat des compétences vraiment inattendues. Des compétences, des cultures, des caractères, des personnalités inattendues. Et c'est dans ce métissage de rencontres, de compétences, d'expertise, que des solutions vont être trouvées. Oui, on sera créatif. Donc le dirigeant, à mon avis, le plus génial, c'est celui qui trouve comme ça, ah oui, et ça, quelque chose, une nouvelle connaissance arrive autour de la table, quoi. Et est-ce qu'on gagne sa vie quand on accompagne et qu'on pense à la civilisation de la vie? Alors ça veut dire quoi, gagner sa vie? Gagner sa vie, oui, on la gagne. Mais c'est pas qu'avec de l'argent qu'on gagne sa vie. Donc il faut un petit peu d'argent puisque c'est un carburant. Mais alors pour une personne là, pour une entreprise, on en a un peu parlé. Il faut que le carburant, effectivement, plus si l'entreprise elle est en croissance, le carburant peut être en croissance. Hein. Mais pour une personne, essayer de gagner sa vie avec de moins en moins d'argent, c'est drôlement intéressant. C'est un super challenge, quoi. C'est-à-dire qu'on gagne sa vie avec d'autres interactions, d'autres rétributions que de l'argent sonnant rétribution. Et diminuer ses besoins d'argent rétribution. Là, je parle pour une personne, hein. Ou pour un groupe de personnes. C'est un super challenge. C'est vachement chouette. Voilà. Oui, c'est cette version-là, quoi. Alors, il en faut un minimum, mais le minimum n'est pas le même pour tout le monde. Et l'expérience montre que quand on s'allège, voilà, on devient plus léger, on devient plus réactif, plus fluide et sans doute plus joyeux aussi. Moins embarrassé de tas de choses dans ses poches qui vous alourdissent. Et donc il y a une cohérence, vous voyez, il y a une cohérence qui apparaît et qui n'est pas que fleur bleue, qui est une cohérence de joie, d'enthousiasme, de créativité et qui s'expérimente, quoi, tout simplement. Je pense que tous les deux vous êtes aussi un peu dans ces dynamiques-là.
Ouais, on a eu la chance de croiser et d'interviewer Arthur Aubeuf, qui est cofondateur de Time for the Planet. Et ce que tu décris, moi, je trouve que ça illustre bien ce côté vivre heureux, vivre avec peu, mais faire de grandes choses. Moi, je suis un grand fan d'Arthur, donc j'ai l'occasion de le redire, mais c'est vraiment ce qu'il décrit. Il aime vivre dans la montagne, dans la nature, faire des randonnées. Il a peu de besoins, il se crée peu de besoins. Par contre, il a une grande énergie de vie, d'enthousiasme. Il est porteur d'un projet, d'un message qui est très ambitieux, mais qui est grand et qui est hyper fort. Voilà, moi, je te le redis, Arthur, moi, je suis ton premier fan. Oui, je pense qu'il a peu de besoins matériels. Matériel, oui, tout à fait. Mais il a beaucoup de désirs relationnels. Oui, oui. Il travaille son écologie. Et à ce moment-là, quand il donne le meilleur de lui-même pour Time for the Planet, c'est vraiment le meilleur de lui-même. Ouais. Il n'en garde pas, il triche pas. Oui, donc c'est cette cohérence-là qui apparaît. Bon, c'est un peu idéal. Après, il y a des personnes qui sont plus charismatiques, on va dire ça. C'est celle-ci que vous recherchez aussi ici. Mais c'est ces valeurs-là qui vont être de plus en plus magnifiques chez tous les humains. Parce que la cohérence, elle est là, en fait. Et l'expérience, elle est, oui, c'est plus joyeux, beau, agréable, sensé. Est-ce qu'il y a des ressources, des livres, des outils que toi, tu recommandes aux personnes qui écouteront l'épisode de regarder, d'explorer, de lire ? Oh oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de littérature. Moi, je vous conseille Vers une civilisation de la vie d'Olivier Frérot, qui est génial. Je refais la pub. Il y a beaucoup de littérature sur l'entreprise libérée, tout en mettant des bémols avec, parce qu'on en a parlé, mais la théorie U, l'intelligence collective, gouvernance collective. Alors, je pense que ce qui va commencer à apparaître là, c'est le lien avec les autres êtres vivants. Dans le management, on le voit pas. J'ai pas encore vu. Tiens, ça me fait penser. Quand on lit les livres de Baptiste Morisot, on est effectivement dans ce champ-là, mais j'ai pas encore vu de théoriciens qui vont l'appliquer à l'entreprise. L'équi-coaching, c'est un peu ça. Oui, voilà, et tu as raison, l'équi-coaching. Qui apparaît de plus en plus, en tout cas, qui a des super résultats. Absolument. Voilà, l'équi-coaching, on sait que ça marche. Avec deux autres personnes, Franck et Valérie, nous avons créé Ecophilo, qui est un jeu de cartes, un serious game, Ecophilo, ECOPHILO, qui est au service des entreprises pour avancer dans ce champ-là, par exemple. Voilà un petit outil que l'on a mis en place là. Comment effectivement le souci des autres humains est un lieu de croissance de l'entreprise. Oui, donc ça va venir, je pense, parce que c'est productif. Quand les humains s'entendent pas entre eux, s'ils se décentrent un peu pour être attentifs aux autres vivants, les relations entre les humains sont beaucoup pacifiées. On passe notre temps à être en interaction les uns avec les autres et à se disputer. Si on se décale pour mettre un peu au centre du jeu les relations avec les autres êtres vivants, nos relations se pacifient. Enfin, c'est l'expérience que nous pouvons faire. Alors, c'est pour ça que les animaux de compagnie sont importants, mais ça va être plus large. Et je pense que dans l'entreprise, de bouger un peu l'orientation fait que je pense que beaucoup de problèmes vont s'apaiser, vont se résoudre d'eux-mêmes. Parce que on va se réorienter ensemble vers d'autres et non pas être frontal les uns contre les autres. Donc je pense que ça va venir, ça. Merci pour l'équi-coaching, mais je pense qu'il y a d'autres, les animaux de compagnie par exemple. Comment dans l'entreprise, est-ce que les gens peuvent venir avec leur chien, leur chat, on ne s'en pas ensemble, mais il y a quelques entreprises qui commencent à faire ça. Et c'est sûr que, parce que moi j'ai pas mal été accueilli par Santévet, qui est une entreprise qui commercialise des assurances pour les animaux de compagnie, et sur le plateau il y a les chiens qui sont là. Et ça a un effet extrêmement bénéfique pour tout le monde. Donc cette ouverture-là, pas à pas. C'est avec Virginie, récent, j'ai repris mes notes, mais on se disait, on passe beaucoup de temps, la majorité de notre temps, à résoudre nos différends, et assez peu à créer du bien commun, et à créer du commun. Oui. Si tu avais une baguette magique, Olivier, le premier truc que tu fais, c'est quoi ? Prendre le temps.
Enfin, moi, ce que je peux proposer, c'est de prendre le temps de penser, prendre le temps aussi d'expérimenter dans son corps, dans sa sensibilité, individuellement et collectivement. Enfin, aujourd'hui, ça vient d'ailleurs. Hein. Ça vient dans les entreprises aussi, du yoga, du tai chi, je sais pas. Mais bref, ça, c'est un peu facile à dire. Mais quand même, autour de l'intelligence de mon corps, l'intelligence d'un corps et d'un collectif, hein, de personnes vivantes. Donc, c'est à la fois faut commencer par soi-même. Hein. Je pense qu'on peut pas faire cette économie-là. Et donc, une entreprise, elle peut créer les conditions favorables à ce que chacun puisse pour lui-même, dans une ambiance où cette croissance pour soi-même se passe aussi parce qu'on fait des choses avec les autres. C'est dans la croissance du groupe qu'on peut croître soi-même, au sens d'une croissance d'une croissance humaine, une croissance de découvrir qui nous sommes, hein, puisque ça, on a toute la vie pour le faire, et c'est pour ça que c'est génial de vivre, c'est que tous les matins, c'est nouveau, et que dans l'entreprise, dans le faire ensemble, c'est là que ça se passe. C'est pour ça que, à la fois, l'individuel et le collectif reprennent, ça c'est un peu la magie du monde qui vient, se font du bien ensemble. Alors que dans l'individualisme, je me coupe des autres, je suis que pour moi, et donc le collectif flanche, et moi-même, je n'y arrive plus. Dans ce monde qui vient, on est gagnant à la fois sur le plan de l'individuel, de ma singularité originale, unique, parce que toi aussi tu le fais, dans notre collectif, qui lui-même aussi bouge tout le temps, au service de plus grand que nous. Hein, cette dimension individuelle, collective et sociétale, voire biosphère. Cette courte échelle, elle est positive dans tous les sens. Et donc, je pense que dans l'entreprise, elle doit rentrer par tous les biais, par l'individuel, par le collectif, au sens de la communauté, et par le sociétal et la planète. Elle peut rentrer par où elle veut, et tout ira tout va ensemble, quoi. Tout s'entraide. Donc, c'est à la fois de la pensée, de l'action, et ça implique effectivement un management, une gouvernance qui devient beaucoup plus ouverte et collective. Bon, super. Est-ce que tu as un dernier mot ou un dernier partage que tu souhaites adresser à tous ceux qui écouteront le podcast? C'est le mot d'espérance qui me vient. L'espérance, c'est pas l'espoir. L'espoir, c'est une espérance rationalisée. On a de l'espoir parce qu'on pense qu'on peut y arriver en réfléchissant beaucoup. L'espérance, c'est que, apparemment, c'est foutu, quoi. Mais j'y crois quand même. J'espère qu'on va arriver. Espérer contre toute espérance. Et je pense que, effectivement, pour faire, d'amertume, de désespérance dans notre monde aujourd'hui, et qui est logique, hein, effectivement, renverser complètement ça, en étant habité. Si je suis un vivant, c'est que je suis plein d'espérance au fond. Et d'accueillir, de la partager, de s'encourager entre nous. Et là, les miracles se passent, quoi. Donc, des rencontres. Alors, ce que vous faites, vous, là, en faisant... mille merci vraiment d'être venu vers moi, grâce à Christophe Fargier, du Ninkasi. Voilà, vous diffusez ça, vous provoquez des rencontres. Et là, le numérique peut nous aide vraiment aussi à ça. Hein. Mais il faut aussi qu'on se rende compte, comme on est là ce matin, hein, ensemble, avec nos corps de chair. Voilà, donc oui, je pense que l'espérance est performative et qu'on va y arriver. Mille merci, Olivier. Moi, je suis pleine d'espérance et ça me fait du bien, cette discussion ensemble. Elle arrive au bon moment, ouais. Merci beaucoup, Olivier. Merci à tous les deux. Allez, à très bientôt. C'est fini pour aujourd'hui. Nous espérons que cet épisode vous a inspiré. Retrouvez toutes les infos et les épisodes sur notre site tippingpoint.fr, tipping-point.fr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager l'épisode le plus largement autour de vous et à mettre 5 belles étoiles pour nous aider à nous faire connaître. À bientôt.